Qu'on le veuille ou non, la mythologie de la mafia est intimement liée à l'histoire de l'Amérique moderne. Pour certains, la mafia représente un mode de vie idéal, plein de filles, d'armes et de glamour. Mais il y a bien sûr un côté beaucoup plus sombre. Il s'agit après tout d'une organisation qui s'appuie sur la peur pour obtenir ce qu'elle veut et qui est plus encline à résoudre les conflits par une balle dans l'oreille que par un mot discret. Quelle que soit votre opinion sur la Cosa Nostra, elle a joué un rôle indéniable dans la formation de notre culture. Après tout, qui d'entre nous n'a pas son film préféré sur la mafia et qui n'est pas capable de citer à tort et à travers un dialogue emblématique sur commande? En ce qui concerne l'extraordinaire ascension et la chute de la mafia en Amérique, tout remonte aux 5 familles. Ces clans puissants ont dirigé la ville de New York pendant des décennies, en s'enrichissant grâce à des entreprises légitimes, mais aussi en profitant de jeux illégaux, de rackets de protection et de meurtres sous contrat. Ce faisant, ils ont établi le schéma directeur qui a permis au crime organisé de s'étendre à l'ensemble de l'Amérique, et peut-être même de contribuer à la mort d'un président. Telle est l'origine sanglante, mystérieuse et extrêmement effrayante de la mafia italo-américaine. Les origines de la mafia remontent au XVIIIe siècle et à l'île italienne de Sicile. Si l'Italie est une botte, la Sicile en est l'orteil amputé. Au fil des ans, la Sicile a été gouvernée par de nombreux envahisseurs étrangers, des Romains aux Français. Mais finalement, botte ou pas botte, les habitants en ont eu assez d'être malmenés et se sont regroupés. Les groupes qu'ils ont formés se sont lentement transformés en armées privées, qui avec le temps sont devenues si puissantes qu'elles pouvaient extorquer de l'argent aux propriétaires terriens qui étaient censés les contrôler. Ces armées sont devenues des familles, chacune d'entre elles ayant ses propres codes secrets et sa propre façon de rendre la justice. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, de nombreux Italiens ont émigré aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Un grand nombre d'entre eux venaient de Sicile, où les mauvaises conditions économiques et sociales rendaient attrayant le voyage périlleux à travers l'Atlantique. Beaucoup de ces nouveaux arrivants se sont installés à New York, en particulier dans un quartier du Lower East Side de Manhattan, connu sous le nom de Little Italy. Bien entendu, les criminels de l'ancien pays n'ont pas tardé à exploiter cette population immigrée en plein essor de l'autre côté de l'étang. Le célèbre gang des Five Points, fondé par l'ancien boxeur Paolo Vaccarelli, est apparu en 1890 et a terrorisé New York pendant 30 ans. Entre-temps, il a engendré des gangsters qui allèrent devenir certains des patrons du crime les plus redoutés de tous les temps, notamment Meyer Lansky, Bugsy Siegel et même le vieux Scarface lui-même, Al Capone. En 1920, la prohibition frappe l'Amérique. Et, étonnamment, dire aux gens qu'ils ne pouvaient plus boire d'alcool a été aussi bien perçu que de se présenter à une fête costumée au lycée sous les traits de Jimmy Savile. Le gouvernement américain a peut-être cru qu'il s'agissait d'une idée brillante, mais ce n'était certainement pas le cas du grand public. Et c'était le boom pour tous ceux qui pouvaient fournir de l'alcool de contrebande. C'est l'époque emblématique des trenchcoats et des Tommy Guns, où des criminels intègres comme Elliot Ness luttent contre la mafia dans les rues malfamées de New York et de Chicago. La prohibition aux États-Unis a coïncidé avec la montée du fascisme en Italie, avec l'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini. Une attitude tolérante à l'égard de la criminalité, ou de quoi que ce soit d'autre, ne fait pas partie des attributions d'un dictateur, et Mussolini s'en prend durement à la mafia, ce qui pousse un grand nombre de ses membres à partir pour l'Amérique. Cette tempête parfaite d'une opportunité commerciale majeure et de nombreuses nouvelles recrues a permis à la mafia américaine de croître en taille et en force tout au long des années 1920. À l'époque, c'est un certain Joe the Boss Masseria qui dirigeait la plupart des opérations, mais un puissant mafieux sicilien voulait prendre le pouvoir. Il a donc envoyé son protégé, Salvatore Maranzano, pour tenter de s'emparer du pouvoir dans la grosse pomme. Maranzano construit progressivement son propre empire criminel avant de déclarer une guerre totale à Masseria en 1930. Pendant plus d'1 an, les deux clans de la mafia new-yorkaise s'affrontent ouvertement, les membres des deux gangs étant abattus dans les rues à plusieurs reprises. Finalement, le 15 avril 1931, Masseria lui-même est tué dans un restaurant par 4 hommes armés. La personne qui avait organisé ce meurtre à l'heure du repas était son propre bras droit, Charles Lucky Luciano.
Lucky était un gangster dans l'âme. Adolescent, il s'est fait les dents dans le gang des Five Points, avant de faire fortune dans le trafic d'alcool, et a obtenu son surnom après avoir survécu à une attaque au couteau qu'il a laissé avec un œil tombant et des cicatrices distinctives sur le visage. Lorsque Luciano s'est rendu compte que la guerre allait mal, il a changé de camp, trahissant son patron à la condition que, si Maranzano sortait victorieux, Luciano lui-même deviendrait commandant en second. Après sa victoire, Maranzano réorganise rapidement les gangs mafieux de New York pour former ce qu'on appelle les 5 familles. Afin de consolider son nouveau pouvoir, il se fait appeler Capo dei Capi, le patron de tous les patrons. Mais ce titre tape à l'œil n'est pas du goût des chefs des 5 familles. Il n'appréciait déjà pas Maranzano, qu'il considérait comme cupide, arrogant et vieux jeu, et la tentative de prise de pouvoir s'est avérée être le dernier clou de son cercueil. 4 tueurs à gages, se faisant passer pour des agents du gouvernement, se sont rendus dans le bureau de Maranzano, ont désarmé ses gardes du corps, puis se sont assurés qu'il dormirait lui aussi avec les poissons. Une fois de plus, c'est Lucky Luciano qui a organisé le coup. Vous savez, je commence à penser qu'il n'est pas du tout digne de confiance. Où va le monde quand un chef de la mafia ne peut pas être pris au mot? Quoi qu'il en soit, les 2 patrons de la vieille école étant désormais hors d'état de nuire, il était temps pour les modernisateurs de la mafia d'avoir leur tour. Étant donné qu'ils s'étaient si habilement débarrassés des 2 grands patrons précédents, il aurait été raisonnable de penser que Lucky Luciano monterait sur le trône et se proclamerait le nouveau boss des boss. Mais il n'en est rien. En toute honnêteté, pour avoir personnellement ordonné les meurtres des 2 précédents titulaires, il ne savait que trop bien à quel point il était dangereux d'être le chef de la mafia. Il a donc créé une commission composée de 7 chefs mafieux, dont les chefs des 5 familles, chargés de superviser les activités de la mafia et d'arbitrer les différends entre les gangs rivaux. Ils se réunissaient tous les 5 ans pour régler les problèmes majeurs et, d'une manière générale, mettre de l'ordre dans la criminalité organisée. S'il y a bien une chose que l'on n'attend pas de la mafia, c'est une administration de haut niveau. Mettre des têtes de cheval dans les lits des gens, bien sûr, nous sommes tous d'accord. Mais un département des ressources humaines, c'est juste bizarre. Avec une structure solide en place et la guerre derrière eux pour l'instant, les 5 familles ont commencé à passer à un niveau supérieur. Mais avec la dépénalisation de l'alcool, elles ont dû chercher de nouvelles sources de revenus. Les activités traditionnelles comme le vol, l'extorsion, le prêt usuraire et le blanchiment d'argent se sont poursuivies normalement. Mais il était temps de diversifier les affaires de la famille. Ils ont donc infiltré les syndicats, ce qui leur a permis de s'établir dans des secteurs comme la construction, le camionnage et la carrière de prédilection de Tony Soprano, la gestion des déchets. Dans les années 1940, la ville de Las Vegas commençait son ascension fulgurante pour devenir le plus grand centre du vice sur la terre verte de Dieu. Bien qu'elle soit située sur la côte opposée aux terres traditionnelles des 5 familles, la promesse de profit s'est avérée trop belle pour être laissée de côté. Ils ont financé un certain nombre de casinos au fur et à mesure que la ville du péché se développait et écrémé les énormes sommes d'argent encaissées chaque soir, une escroquerie qui leur aurait rapporté des centaines de millions de dollars. Pendant des décennies, la mafia a semblé intouchable. Son code du silence, connu sous le nom d'Omerta, signifie que ses membres ont juré de garder le secret et qu'il leur est interdit de coopérer avec la police sous peine de mort. Il était pratiquement impossible d'infiltrer les familles, car les allégeances remontaient souvent à plusieurs générations dans les mêmes petites villes d'Italie. Le gouvernement américain semblait terriblement à la traîne, alors que la mafia continuait de croître en puissance et en nombre. Mais peu à peu, les forces de l'ordre ont commencé à riposter. En 1950, une commission spéciale a été créée pour enquêter sur l'existence du crime organisé. Elle a tenu des auditions dans 14 villes du pays, au cours desquelles plus de 600 témoins ont été entendus. Ces auditions ont été télévisées à une époque où la télévision commençait tout juste à prendre de l'ampleur, et c'était la première fois que la plupart des Américains entendaient parler de cette organisation de l'ombre qui semblait exercer une influence sur des pans entiers de leur pays. Toute cette attention était évidemment une mauvaise nouvelle pour la mafia, mais si les années 50 ont mal commencé pour la mafia, ce n'est rien comparé à la façon dont elles se sont terminées. En 1957, une réunion est organisée dans la petite ville d'Appalachian, au nord de l'État de New York.
Elle a lieu dans la maison d'un homme connu sous le nom de Joe the Barber. Ce rassemblement des clans était une réunion nationale de la mafia à laquelle participaient plus d'une centaine de grands patrons du crime et d'hommes de main pour discuter de toutes sortes d'activités néfastes et, on ne peut que le supposer, pour prendre un sacré bol d'air. Le problème, c'est qu'Appalachine n'est qu'un petit village où la grande nouvelle se résume souvent au magasin du coin en rupture de lait. Lorsque de nombreuses voitures flash sont arrivées et ont déposé un grand nombre de messieurs extrêmement bien habillés et à l'air sévère au milieu de la ville, la police locale n'a pu s'empêcher de se demander ce qui se passait. Ils ont fait une descente sur la propriété, provoquant la scène très inhabituelle et pas mal humiliante de dizaines de gangsters qui ont couru se cacher dans les bois avoisinants. Étonnamment, cette tactique de contre-espionnage à base d'arbustes n'a pas fonctionné et 60 d'entre eux ont été arrêtés. Non seulement cet incident a été très embarrassant pour la mafia, mais il a permis de faire la lumière sur ce qui était censé être une organisation ultra secrète. Pourtant, 2 ans plus tard, ce sentiment de secret disparaissait complètement. En 1959, un mafieux du nom de Joe Valachi est reconnu coupable de trafic de drogue et condamné à 15 ans de prison. Pendant son incarcération, il a assassiné un codétenu, ce qui a entraîné la prolongation de sa peine à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Manifestement, la perspective de manger de la bouillie sur un plateau et d'essayer très fort de ne pas faire tomber son savon dans la douche n'enthousiasmait pas Valachi, car en 1963, il a accepté de témoigner sur son temps passé dans la mafia. C'était la première fois qu'un made man se présentait à la barre et admettait publiquement l'existence de la mafia, sans parler des détails de sa structure et de ses activités. Valachi est même allé jusqu'à nommer de nombreux gangsters actuels et anciens, y compris les chefs des principales familles. L'audition de Valachi s'inscrivait dans le cadre d'une croisade menée par le procureur général Robert Kennedy, qui s'était donné pour mission personnelle de s'attaquer au crime organisé. Il s'est d'ailleurs brillamment acquitté de cette tâche, les condamnations de truands augmentant de 800% pendant son mandat. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains pensent que la mafia a joué un rôle majeur dans l'assassinat de son frère, le président John F. Kennedy, en novembre 1963. Bien que l'assassinat du président Kennedy ait eu un effet sismique, il n'a pas pu arrêter les événements que les aveux de Valachi avaient déclenchés. Plusieurs lois ont ensuite été adoptées par le Congrès afin de donner au FBI des pouvoirs accrus pour s'attaquer de front à la mafia. La plus révolutionnaire étant la loi dite RICO de 1970. En vertu de cette loi, il est illégal de faire partie d'une entreprise criminelle en cours, que l'on soit ou non pris en flagrant délit de crime. Il était donc nettement plus facile de condamner des mafieux connus, mais surtout, il devenait soudain possible de s'en prendre à des chefs de la mafia qui n'étaient probablement pas directement impliqués dans les basses besognes sur lesquelles leur organisation était bâtie. L'idée était que cela se traduirait par un plus grand nombre de condamnations et des peines plus longues, et cela a fonctionné. Le fer de lance de cette révolution a été le procureur Rudy Giuliani, qui n'a pas perdu de temps pour faire des ravages dans le cadre de la loi RICO. En 1985, il a traduit en justice les chefs de 3 des 5 familles en invoquant la loi RICO dans ce qui a été surnommé l'affaire des affaires. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une affaire Giuliani 1, 5 familles 0, puisque les 3 patrons de la mafia ont été condamnés à 100 ans de prison. Cette affaire a créé un précédent pour les 30 années suivantes, les chefs de la mafia étant souvent condamnés à de lourdes peines de prison lorsqu'ils sont traduits en justice dans le cadre d'une enquête RICO. La surveillance devenant de plus en plus sophistiquée, le FBI a également eu de plus en plus recours aux écoutes téléphoniques pour piéger les mafieux. Confrontés à de lourdes peines et s'étant souvent incriminés eux-mêmes sur des enregistrements, de plus en plus de gangsters oubliaient commodément leur serment de silence et chantaient joyeusement comme des canaris afin de passer moins de temps derrière les barreaux. Même les membres de la mafia qui semblaient intouchables ont fini par être touchés. John Gotti était surnommé le Teflon Don parce que rien ne semblait lui résister. Habillé de façon voyante et cherchant activement à se faire connaître, il a pris la tête de la famille Gambino au milieu des années 80, la plus riche des 5 familles, avec un revenu annuel d'1 demi-milliard de dollars. Mais après avoir été pendant des années le gangster le plus flamboyant et le plus célèbre de New York,
Son meilleur ami et sous-patron, Sammy The Bull Gravano, a témoigné contre lui et, en 1992, Gotti a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il est mort en prison en 2002. L'équilibre des pouvoirs ayant désormais basculé en faveur du gouvernement fédéral, l'influence de la mafia a continué à diminuer. Et ce déclin n'a été qu'aggravé par la concurrence accrue d'autres gangs, y compris la mafia russe. Même nom, chapeau plus fourré. Mais cela ne signifie pas que l'Amérique est désormais exempte de Cosa Nostra. En fait, c'est loin d'être le cas. Après les attentats du 11 septembre, le FBI s'est détourné du crime organisé pour se concentrer sur le terrorisme, et certains groupes de travail sur la mafia sont passés d'environ 400 agents à une vingtaine seulement. En 2019 encore, le FBI estimait qu'il restait jusqu'à 3000 membres actifs de la mafia aux États-Unis, et les légendaires 5 familles continuent d'opérer à ce jour. S'il est vrai que les jours de gloire de la mafia américaine sont loin derrière eux, il n'en reste pas moins qu'en matière de mafia, seul un imbécile dirait qu'il faut l'oublier. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.